Multi 21, c'est. Yeah, Multi 21. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Multi 21. Je suis en compagnie de Pierre Mesley. Salut Pierre. Bonjour à tous, salut Clément. Et aujourd'hui, Pierre, nous allons débriefer une course aux États-Unis, une course en Floride. Et non, ce n'est pas de la NASCAR, et non, ce n'est pas l'IndyCar, c'est le Grand Prix de Miami, premier du nom. Alors, on va le dire tout de suite, c'est pas la première fois que la F1 va en Floride, elle est déjà allée en Sebring. C'est pas la première fois qu'on a un Grand Prix de Miami. On avait déjà eu ça en Champ Car à Miami Park entre 85 et 88 et à Museum Park en 95, même à l'Homestead Miami Speedway, on en reparlera entre 96 et 2002 lorsqu'on empruntait le routier. Mais c'était le premier Miami Grand Prix en F1. Alors là, Pierre, je vais te laisser en parler, mais on va d'abord commencer par la piste. Après, on parlera des à côté. Mais qu'est-ce que tu as pensé de cette nouvelle piste du calendrier 2022 ? Ça rejoint un petit peu la volonté des nouveaux propriétaires de la F1, à savoir Liberty Media. Pari un petit peu réussi parce que l'image de la F1 en fait est un petit peu en train de changer aux États-Unis par rapport à ce qu'il pouvait y avoir notamment pendant les années 2000. Ça fait en même temps réagir sur d'autres tracés urbains, c'est-à-dire là c'est vraiment en plein centre, hein, on n'est pas sur quelque chose d'un petit peu excentré. Là, c'est vraiment dans le cœur de Miami. C'est autour du Miami Gardens. Donc, circuit intéressant. Hein, le premier secteur, c'est une enfilade de courbes assez rapide. Donc, c'était plutôt sympa à regarder. Pareil sur une bonne partie de la deuxième portion, j'ai un peu moins apprécié, on va dire, l'espèce de chicane qui a été faite pour permettre le raccord au niveau du virage 16. Je ne sais pas si cette chicane, elle avait vraiment lieu d'être, je sais pas. Après, il y a cette longue ligne droite avec un gros freinage au 17 qu'en a piégé plus d'un, et c'était assez sympa. Et après, retour ligne droite de départ arrivée, donc ça fait un tour en 1 minute 30, ça passe bien, faut être bien accroché, c'est un défi intéressant. Ouais, finalement, c'est pas un mauvais tracé en soi. Tu l'as dit, il y a ce raccordement qui en plus est un peu frustrant parce que on en reparlera quand on parlera de la course, mais on a eu beaucoup de pilotes qui étaient proches dans la section à 180 degrés juste avant et qui se retrouvent dans ces virages 14 et 15 à passer parfois de 3 dixièmes d'écart à 8 dixièmes d'écart et ça ne permettait pas des déplacements après dans cette grande ligne droite du retour qui est d'ailleurs la seule partie qui emprunte une rue réelle, la 203e rue de Miami Garden. Tu l'as dit, c'est un tracé qui est à 15 km du centre-ville. Ça peut paraître très très loin, mais pour une ville comme Miami qui est très très étendue, finalement on était un peu au cœur de la ville. Et ce tracé, c'est pas le moins intéressant qu'on ait vu. Il est dans la trempe des nouveaux tracés F1. Moi je l'ai trouvé vachement proche de Sochi dans un sens, avec à la fois ce côté proche des murs mais piste hyper large et piste très très clean. Ça m'a rappelé aussi un peu Valence par moment, plus que Jeddah qui est pour le coup, toute la partie qu'on trouve dangereuse à Jeddah est liée à la corniche, tout le deuxième et troisième secteur. Donc là pour le coup c'est de la vraie rue, c'est plus les parties avant qui ont été créées, tout le premier et deuxième secteur, mais ouais, c'était pas forcément un tracé inintéressant. Ce qui a fait tiquer beaucoup de gens, y compris nous, et je vais te laisser commencer là-dessus, c'est plus ce qu'il y a eu autour de ce circuit. Oui, après, c'est un petit peu ce qu'on voit sur les tracés urbains, c'est-à-dire ce qu'on peut avoir à Monaco, Jeddah, Singapour, c'est-à-dire une circulation qui est totalement coupée. Moi, ce qui m'embête, c'est voilà, on passe sous des ponts, etc. On sait en même temps que ces dernières années, il y a eu pas mal. Il y a eu pas mal d'histoires avec des effondrements de ponts, des choses comme ça. Donc je sais pas si à terme c'est vraiment sécure d'utiliser ce genre d'infrastructure. C'est joli, au niveau visuel ça rend bien, mais je suis pas convaincu que en matière de sécurité
ça soit si bénéfique que ça. Voilà. C'est un avis qui n'engage que moi. Après, c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on voit des F1 passer sous des portions de route, mais effectivement, les interstates américaines ne sont pas forcément dans un état magnifique et c'est pas forcément le plus rassurant. Si on parle de tout ce qu'il y a eu à côté de ce Grand Prix, qu'est-ce que tu as pensé de cette préparation au Miami Grand Prix, cette grille de départ folklorique, cette ambiance avec cette fausse marina? Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Je trouvais que c'était sympa. Enfin, ils ont joué vraiment la carte touristique à fond. Ce qui était un petit peu moins appréciable, on va dire, c'est un petit peu le prix exorbitant des billets, quoi. Ça, il faut en Enfin, parler, ça aussi, ouais. ça, par contre, je vais te laisser en parler. Moi, bon, ça m'a un peu fait rigoler, cette espèce de fausse marina, d'amener des bateaux, etc. Bon, c'est un peu. C'est une espèce de strass et paillettes, quoi. On est à Miami, donc bon, faut aller un petit peu au bout du bout, mais bon, je pense que c'était histoire de marquer le coup. Je sais pas si sur les prochaines éditions, à voir combien de temps c'est reconduit, si ça sera toujours le cas. En tout cas, c'était sympa. Les pilotes ont joué le jeu. Mention spéciale à certains casques, notamment celui de Lando Norris, qui était vraiment sympa à voir. Et après, la question était de savoir si avec sa McLaren, il y aurait autant de rebonds à cause du marsouinage que par rapport à son casque. Ça, après, c'est une réflexion personnelle. Et non, enfin, on a senti les pilotes plutôt à l'aise au niveau paddock. Voilà, bon, ils ont pris leur marque. Après, sur tout ce qui a été autour, alors sur l'organisation, pas grand chose à dire. Le seul truc, c'est on voit que c'est un nouveau Grand Prix et que on est sur des commissaires qui n'ont pas du tout l'habitude. J'allais en parler, ouais. Les commissaires étaient catastrophiques, mais bon, à chaque fois qu'on vient sur ces circuits temporaires pour la première édition, voilà. c'est. Après, ceci dit, je veux dire, même des fois sur des circuits avec des commissaires un peu rompus au maniement des armes, on va dire, on peut avoir quelques surprises. On pourra citer le Canada 2011 où c'était vraiment folklore, par exemple. C'est vrai. Concernant les prix, ce qu'on peut dire, c'est que, tu vois, là, j'ai regardé vite fait pendant que tu parlais, un ticket à Singapour, le prix de base, c'est $250. J'ai pris un circuit en ville exprès. Pour $250, au Grand Prix de Miami, tu pouvais avoir un t-shirt. Voilà ce que tu pouvais avoir à la boutique officielle, s'il n'y avait pas en dessous. Les places, pour donner une idée, les paddock club, qui normalement sont aux alentours de 2500-3000 euros, pour avoir accès à ces rooftops qui sont au-dessus des stands, là étaient à 13 000 $, pardon. Donc on fait x3 sur le prix, voire x4. Tous les billets étaient excessivement chers. Il y avait très peu de tribunes et beaucoup de paddock, enfin de petites de mini paddock club un peu partout. La fake marina, moi j'ai pas trop aimé, mais je peux comprendre l'amusement. Là-dessus j'ai aucun souci, je trouve ça ridicule, mais eux ont su en jouer. Donc après tout, s'ils arrivent à en jouer, c'est essentiel, et tu l'as très bien dit. Ça fait partie du truc folklorique. On a eu, je trouve que si vous n'avez pas vu la remontée de grille de Martin Brundle sur Sky Sports, je vous la conseille parce que il est perdu, il sait pas qui est qui. Il loupe Dwayne Wade, qui est quand même un basketteur de Miami assez légendaire, pour aller voir un mec qui pense être Patrick Mahomes. En fait, il confond. C'est un type pas du tout connu. Il y a un gros blanc. Paris Hilton est sur Canal+ dans le même temps. Enfin, c'était un grand camoulox géant. C'était un peu n'importe quoi. Ça a participé aussi à l'ambiance Super Bowl, un petit peu du truc, c'est-à-dire que on s'en fiche un peu du spectacle en piste, qui compte c'est la côté. Et finalement, moi j'ai eu pendant un moment l'impression qu'il n'y avait pas de Grand Prix, c'est-à-dire que jusqu'au départ, tout le reste du week-end, même la qualif et les essais, ça m'a pas trop enthousiasmé, alors que quand je regardais les tours de circuit, tu l'as très bien dit, le circuit est pas si mal que ça, il y a des enchaînements qui sont très sympas, mais j'avais du mal à me mettre là-dedans parce que tout ce que je voyais, c'était cette espèce de hype qui montait autour de ça et qui n'avait pas vraiment lieu d'être.
surtout pour une première édition, qu'aujourd'hui on arrive sur Monaco et qu'on se dise oh là là, ça va être extraordinaire, même si on sait que la course va être chiante. C'est normal parce qu'il y a eu des années qui ont créé ça. La même chose se crée désormais sur Singapour. La même chose commence à se créer à Bakou, où on a très envie d'aller à Bakou. Après, on doit être à 6 éditions. Là, c'est la première édition et ça faisait trop artificiel. Et ce qui me fait peur, c'est que bon, Miami, déjà, c'est une ville qui est pas mal artificielle. Mais alors l'an prochain, quand on va aller à Las Vegas, j'ai très très peur de ce qu'on va nous faire. Surtout de nuit, surtout pour ce qui va être sans doute la fin de la saison. Voilà, je crains le pire sur l'événement, et c'est dommage parce que ça gâche du coup en fait une course qui était pas extraordinaire, mais qui était pas non plus une sieste de A à Z, se retrouve finalement assez terne parce qu'on s'attendait à beaucoup de choses à cause de ces à côté. Donc je suis un peu déçu. Il faudra revoir le tarmac aussi parce qu'il n'y avait qu'une seule ligne, et ça a participé à faire descendre la hype. Je suis assez déçu de cette première édition au global, surtout pour l'accueil oui. Et une asphalte très abrasif. Voilà, une asphalte en plus très abrasif. Mais on verra pour les prochaines années. Moi, je leur laisse une deuxième chance. Par contre, si l'an prochain, parce que là, il commence à avoir des échos de gens qui se plaignent de l'organisation et du fait que dans le Paddock Club, pour 13 000 €, on était servi comme dans un fast-food. Si c'est la même chose l'an prochain, y a des gens qui mettront pas 13 000 $ chaque année, ça c'est clair, et qui préféreront aller au Daytona 500 ou aller voir le Grand Prix à Austin, pour ceux qui ont suffisamment d'argent, ou à Las Vegas. Et Miami ne durera pas dans le temps. On sait que c'est une fantaisie de Stephen Ross qui devait racheter la F1 et qui a laissé la place à Liberty, que c'est un peu un échange de bons procédés, mais ça n'a pas duré non plus des milliers et des cents, selon ce qui se passe. Je sais pas si tu as des choses à rajouter sur les alentours avant qu'on parte du Grand Prix. Je sais que tu voulais faire le Grand Prix à Homestead Miami, tu milites pour ça. Mais ouais. Non, ça c'est juste enfin c'est juste pour la parenthèse. Oui, mais bon, après on sait très bien que business is business, et pour que, enfin il y avait sans doute des intérêts beaucoup plus grands pour que ce tracé sorte de terre aussi vite. Et après, on sait quand même que, enfin, on pourra peut-être y revenir, je pense, sur une autre vidéo. Sur ce tracé de Miami, ça n'a pas été si simple que ça. Voilà, il y a eu il y a eu un sacré feuilleton juridique aussi. Absolument. C'était assez rigolo. Absolument, mais la F1 a forcé pour avoir ce Grand Prix, l'a voulu d'abord en centre-ville puis là. Enfin, ce qu'on disait. On vous invite encore à retourner voir notre vidéo sur les Destination Race et notre article là-dessus. Mais ça rentre vraiment dans ce cadre-là, et le fait que ce coup-ci on n'utilise plus Grand Prix d'Amérique ou Grand Prix des États-Unis, comme on a pu le faire pour l'Arabie Saoudite, où on a utilisé le nom du pays, mais vraiment le nom de la ville. Là, c'est un pas de plus de franchi dans ces Destination Race, et le côté folklore pour un week-end rentre là-dedans. Donc là, si vous ne saviez pas encore ce qu'était une Destination Race, ça c'est le meilleur exemple possible, cette course-là. Parlons un peu de la course, mon cher Pierre, à commencer par la victoire de Max Verstappen, qui remporte donc ce premier Grand Prix de Miami de F1. Verstappen qui termine devant Leclerc malgré un week-end pas simple, et un constat commence à se faire. À chaque fois que Verstappen termine une course, il gagne. Alors, est-ce que finalement, je te pose la question, parce qu'on n'est qu'après 5 courses, on va pas commencer à faire des bilans trop anticipés, mais est-ce que cette lutte pour le titre ne peut pas être tuée dans l'œuf en cas de très bonne fiabilité de la Red Bull ? La Red Bull a l'air de se présenter comme la monoplace la plus compétitive pour l'instant. Pas la plus rapide sur un tour, mais... Non, sur un tour, la Ferrari a l'avantage, mais après, ceci dit, en course, c'est pas un avantage qu'ils ont su exploiter. Sainz a freiné très tôt au premier virage, j'ai pas trop bien compris pourquoi il avait freiné aussitôt. Il devait se douter qu'avec un loose stick comme Verstappen dans les parages, Verstappen tenterait quelque chose. Donc bon, j'ai pas trop bien compris pourquoi il y avait eu cette espèce de sécurité. Ça m'a un peu fait penser à ce qu'avait fait Bottas au Mexique l'année dernière. Et puis après sur le reste, ça s'est joué sur une histoire de gestion de pneus. La Ferrari a l'air d'être plus agressif sur la gomme. Alors est-ce que c'est la Ferrari
Ou est-ce que c'est le pilotage de Leclerc qui fait qu'il bouffe un petit peu plus ses pneus que Verstappen? Il y a eu des moments où on sentait que Leclerc faisait jeu égal avec Verstappen. Parfois, c'était 1, 2, peut-être 3 dixièmes. Mais clairement, hein, enfin, il n'y aurait pas eu la safety car. Je sais pas si, enfin, à mon avis, il n'y avait aucune possibilité pour Leclerc de revenir. Dernière petite chose, on l'avait vu l'année dernière, c'est souvent celui qui est deuxième qui a les cartes en main pour remporter la course. Bah, quand il y a eu aussi bien la virtual safety car que la safety car, j'ai vu aucune audace chez Ferrari. Ouais, t'en parlais Là ça où, hier, ça, je te laisse le dire. Ouais, t'en parlais hier du fait qu'ils aient pas pité une des deux voitures. Bah, c'est ça. Clairement, Red Bull a joué une carte avec Perez. Alors au final, bon, c'est vrai que remettre les médiums, apparemment, par rapport au hard, il n'y avait pas une très très grosse différence. Mais quitte à tenter, après, il me semble qu'au niveau des trains de pneus, il me semble que Ferrari était mieux outillé en hard plutôt qu'en médium. C'est ça. Il leur manquait, mais après tu pouvais remettre un train de médium. Tu remettais un train de hard frais, ou alors partir sur des tentes, mais tenter un truc, quoi. T'as raison. Sans compter que quand on est sous safety car, il y a moins, je dirais, cette problématique de faire monter les pneus en température, c'est-à-dire justement on a plus de temps selon moi pour bien les faire monter en température. Donc alors peut-être que sur le restart il aurait été un petit peu juste au niveau des températures, bon peut-être, mais voilà, j'ai regretté qu'on reste sur quelque chose de comment dire, d'assez voilà, d'assez plat en fait. Je m'attendais à quelque chose de la part de Ferrari. Alors peut-être pas, alors si c'était pas Leclerc, au moins Sainz, mais il y a eu rien, zéro, que dalle. Parce que t'as l'impression qu'ils veulent déjà gérer le championnat, mais on est qu'après 5 ça. courses. Et clairement, lorsque Verstappen finit, il finit devant toi. Donc tente quelque chose. Même avec la deuxième voiture, tu l'as dit, Sainz aurait dû tenter à ce moment-là. De toute façon, s'il perd le podium, écoute, c'est 3 points de perdu, c'est pas grave. Mais s'il gagne des places, c'est pas la peine de jouer à l'épicier après 5 courses sur une saison à 22, voire peut-être 23 courses si on arrive à nous recaser Sochi. Enfin, un remplaçant pour Sochi. Enfin, moi je suis d'accord avec toi. C'est vrai que sur le direct, quand on a parlé, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, effectivement. Après, dernière chose, on parlait fiabilité. La fiabilité pose toujours problème pour Red Bull. On l'a vu pendant le Grand Prix. À un moment donné, Perez était très bien remonté sur Sainz. Et puis à un moment donné, il y a un écart de 4, 5, 6, 7 secondes qui s'est créé. Et il n'arrêtait pas de dire à la radio, je perds de la puissance, je perds de la puissance, je perds de la puissance. Et d'ailleurs, on a appris aujourd'hui, ce lundi, qu'il y avait 30 chevaux en moins sur son moteur à la fin de la course. Donc ça, plus les problèmes des Red Bull le vendredi, effectivement, il y a encore des problèmes de fiabilité chez Red Bull, t'as raison. Après, ceci dit, les 30 chevaux en moins, quand il a commencé à lancer des assauts sur Sainz, ça se voyait pas trop. Ah, mais il avait des tendres, enfin des médiums neufs. Donc encore une fois, tu vois, si Sainz les a émis, peut-être que les médiums neufs plus le DRS. Plus le DRS et la vitesse de pointe de la Red Bull, qui est assez importante. Donc ouais, ça sera surveillé sur les prochains Grands Prix, mais c'est vrai que malgré cette avance de Charles Leclerc au championnat, qui est de 19 points, il faut pas oublier qu'à chaque fois que Verstappen termine, Verstappen score plus. Donc ça va commencer à devenir un facteur. On va arriver en plus dans 2 Grands Prix, sur un Grand Prix où Charles Leclerc a beaucoup de mal, son Grand Prix national. Il va avoir une très très grosse pression. Voilà, le momentum peut déjà commencer à changer. C'est assez intéressant ce qui se passe depuis le début de la saison. On est plutôt gâtés, ne nous mentons pas. Ouais, mais par contre, Ferrari, il y a une bonne monoplace. Maintenant, il va falloir que peut-être à Barcelone, il y ait un petit peu plus d'évo. Et au niveau stratégie, il faut être un petit peu plus audacieux parce que on peut pas commencer à parler championnat au bout de 5 courses. C'est ça, faut pas qu'il retombe dans le syndrome 2012 d'être très bon dès le départ, d'avoir beaucoup de points d'avance et se dire ok, on touche à rien par risque de dégrader la voiture, on va garder nos performances jusqu'à la fin de la saison et on va améliorer qu'un tout petit peu. Et au final, tu te retrouves en fin de saison à perdre le titre pour 3 points. Là, il faut pas jouer à ça. Tu l'as dit, il faut qu'ils amènent des évos, quitte à les amener sur la voiture de Sainz au départ. Il y a des ressources, il faut qu'ils les utilisent.
Sans compter que Ferrari est un petit peu au cœur d'une polémique par rapport aux derniers essais Pirelli qui ont eu lieu sur le tracé d'Imola, où apparemment sur les pontons, ça questionnait énormément. Absolument. On attendra d'avoir un peu plus d'informations. Je pense qu'on pourra en reparler au moment du débrief du Grand Prix d'Espagne. Ça sera dans 2 semaines. Des nouvelles informations seront sorties. Mais effectivement, hein, on peut commencer à avancer nos billes là-dessus. Et tu fais bien d'évoquer le sujet. On en reparlera quand on aura plus d'informations sur le sujet, bien évidemment. Tout à fait. Je te propose de laisser de côté cette bataille pour le titre qui va nous tenir en haleine toute la saison et de parler de Mick Schumacher. Parce que Mick Schumacher, c'est un des 2 seuls pilotes qui n'a pas marqué de points depuis le début de la saison. Parmi les pilotes qui vont faire toute la saison, je compte pas Nico Hülkenberg. L'autre pilote étant Nicolas Latifi. Et Mick Schumacher qui, pour la 2e fois cette saison, était sur la grille devant son coéquipier, qui faisait une plutôt bonne course. Et Mick Schumacher qui s'est retrouvé à s'accrocher avec Sébastien Vettel, complètement de sa faute, et Mick Schumacher qui loupe encore un week-end, qui reste sans points, et finalement on reste dans la même spirale pour Mick. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais moi je commence à me dire que bah oui, c'était très facile l'an dernier avec Mazepin, ça on le savait tous, mais là face à un pilote d'un autre calibre, il a du mal à performer et à être au niveau auquel on l'attend. Alors, il a été solide et il a un peu craqué. Il a un peu craqué sur la fin. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il a été solide si au final il craque, tu vois ? Est-ce que c'est bien beau d'être solide pendant 40 tours pour craquer à la fin ? Oui, parce que depuis le début de la saison, il se fait botter le cul par Magnussen. Là, il y a eu un sursaut d'orgueil. Okay, déjà, il se qualifie. Ouais, okay. Là, il se qualifie déjà devant Magnussen. Pendant la course, il s'est retrouvé à un moment donné derrière Magnussen. Il l'a gentiment laissé aller ferrailler avec les Aston Martin. À un moment donné, il avait brûlé ses pneus, donc c'était terminé. Et là, il a lancé l'assaut pour passer devant. Donc ça, c'était très malin de sa part. Juste avant, il était à 1 seconde et demie, 2 secondes. Voilà, il laissait un petit peu de marge. Il a laissé Magnussen aller faire le boulot avec Vettel et Stroll. C'était assez sympa à regarder. C'est une très belle bataille d'ailleurs entre les 4. On a beaucoup aimé. Hein. Donc, après, petite erreur de Magnussen. Hop, Mick Schumacher est passé. Et à partir de là, voilà quoi, il a commencé à faire le taf. Il y a eu la safety car. J'ai un doute, je sais plus s'il est rentré ou pas. Il me semble. Non, il me semble pas qu'il soit rentré après la safety car. Il me semble qu'il est resté justement. Il a pu se mettre juste derrière Alonso lorsque Ocon lui est rentré au stand avec la safety car. Il me semble que c'est à ce moment-là. C'est au moment des replays. Ocon est rentré et pas Mick Schumacher, il me semble. Ouais, donc non, je confonds. Il me semble que donc ça doit être Magnussen. C'est Magnussen qui est rentré, absolument. Qui a dû rentrer. Donc Magnussen rentre. Il y a le restart. Très bonne impulsion des Aston Martin parce que Vettel et Stroll étaient un peu loin, enfin notamment Vettel. Et puis voilà quoi. Gros contact entre Vettel et Schumacher. Je sais pas ce que ça va donner par la suite, mais bon, c'était un peu dommage parce que il était 9ème à ce moment-là. Il y avait des points à scorer et il s'est un peu précipité quoi. Enfin, je veux dire. Donc dommage. Là, j'ai pas trop bien compris et ça fait surtout de la casse pour pas grand chose quoi. Et là le problème c'est que As aujourd'hui est 8ème au championnat, 1 point derrière AlphaTauri qui eux ont leurs deux, AlphaTauri a ces 2 pilotes qui ont scoré à peu près le même nombre de points. Tsunoda en a scoré 10, Gasly 6, mais Magnussen a scoré les 15 points de As et il lui manque un numéro 2 qui vient l'aider et il a pas ça aujourd'hui avec Mick Schumacher. Et le problème c'est que moi j'entends je comprends ce que tu veux dire, je capte ce que tu veux dire quand tu dis il a été solide, d'accord, mais pour moi si au bout de la course tu scores pas, il y a un problème. Et là ça fait 5 courses de suite, là c'est une erreur qui est de sa faute. En plus sur son mentor, donc est-ce que ça a changé leur relation ? Je ne pense pas, mais ça va peut-être le travailler aussi. Moi j'attends de voir sur les prochaines courses, mais on va commencer à arriver sur des circuits. Alors il y a Barcelone pour se remettre en ordre de marche, mais après tu as un enchaînement Monaco, Bakou, Montréal. On sait que sur ces 3 circuits là il faut être en confiance pour réussir à faire quelque chose. C'est des circuits qui laissent pas le droit à l'erreur où les murs sont proches.
S'il arrive sur ce circuit-là avec le moral dans les chaussettes, ça peut faire 8 voire 9 Grands Prix sans scorer. Et pour commencer la saison, 9 sur 22, bon, c'est pas encore la moitié de la saison, mais déjà tu fais 40% de la saison avec 0 Ouais, points. non, c'est clair. Après, bon, Magnussen, c'est un très très bon pilote. Donc je pense qu'il est peut-être capable justement de sortir Mick Schumacher de sa zone de confort. Est-ce que tu penses pas que ça lui mine un peu le moral aussi à Schumacher d'avoir un mec comme Magnussen qui est dans l'autre voiture? Parce que quand t'avais Mazepin, c'était facile, tu l'écrasais et puis en fait tu te concentrais pas sur lui, tu vois, tu faisais la course à ton rythme et puis tu progressais. Là, t'as un mec en face qui est tellement fort que est-ce que ça te mine pas un petit peu? Bah, je serais intéressant de savoir comment ils communiquent tous les deux. Ça, parce que d'une certaine façon, un mec comme Magnussen, il est comme il est, mais il a quand même le bagage, les bagages expérience F1. Et bah, quand t'as qu'une seule saison de F1 dans les pattes, c'est toujours bon d'avoir, voilà, de pouvoir tirer profit de l'expérience des anciens. Pas non plus oublier qu'on est sur une nouvelle génération et que bah, il a peut-être besoin d'un petit peu plus de temps pour s'y faire que Magnussen. Voilà, peut-être, oui. C'est peut-être... Magnussen a été dedans tout de suite. Dès qu'il est arrivé, dès qu'il a tourné avec, il s'est senti à l'aise et il est allé titiller le chrono. Ben, peut-être que pour Mick Schumacher, il y a peut-être besoin d'un peu plus de temps. Voilà. Après, ça serait pas déconnant par rapport à pas mal de choses. Hein. Quand il est arrivé en F2, il a pas brillé tout de suite. Hein. Il a fallu un peu de temps. Donc là, on lui demande pas forcément de battre Magnussen. Magnussen, il sert de baromètre aussi. Donc voilà. Selon moi, on dit que le premier homme à battre, c'est son coéquipier. Si c'est l'ambition de Mick Schumacher, il va falloir être patient. J'aimerais qu'on parle aussi d'Alpine et d'un Fernando Alonso qui ce week-end a encore été brouillon. Un Fernando Alonso qui n'a encore pas scoré 2 points ce week-end, qui est 16e du championnat avec 2 points, égalité avec Lance Stroll, pendant qu'Esteban Ocon en a déjà 24 et est en 9e position. Esteban Ocon qui a encore scoré ce week-end, lorsque son coéquipier était certes dans le top 10 mais avec 2 pénalités, donc s'est retrouvé hors des points. Ça commence à faire beaucoup d'erreurs quand même pour Fernando Alonso. Ouais, assez d'accord. Alors c'est un peu dommage parce que bon, les qualifs étaient pas géniales, mais bon, il était quand même 11e. Et puis bah après, il est resté coincé derrière Gasly. Il trouvait pas l'ouverture. Il me semble qu'il a été parmi les premiers à s'arrêter et derrière, voilà, ça a été terminé quoi. C'est-à-dire on l'a quasiment pas revu. Il était juste devant les Aston Martin, etc. Et il se passait pas grand chose, voilà. Et il a pas pu exploiter apparemment les montes pneumatiques. Je me demande si on l'a pas fait rentrer un tout petit peu trop tôt, Alonso. Parce que finalement, c'est un petit peu ce qu'on avait vu sur ce Grand Prix, c'est-à-dire sur les prévisions de Pirelli. Bah, en fait, ça n'a pas collé. C'est-à-dire, Pirelli prévoyait un arrêt entre le 12e, je crois, et le 19e tour. Et il me semble, ouais, c'est ça, Leclerc, je crois, a ravitaillé au tour 24. Verstappen au tour 27, donc bon, on était un petit peu loin au niveau des prévisions, quoi. Donc si Alpine s'est basé que sur les préconisations de Pirelli, ça a peut-être aussi foiré un petit peu au niveau stratégie. Après, pas très bon Alonso, c'est-à-dire l'accrochage avec Gasly, il prend 100% des torts parce que c'est incompréhensible ce qu'il a fait. C'est pas de la trempe d'un double champion du monde et derrière il reprend 5 secondes pour avoir coupé un virage et en avoir tiré avantage. Bon, c'est pas le seul. Verstappen avait fait la même chose, je crois, en qualif. Il avait tout de suite décéléré.
Ricardo s'est fait rattraper par la patrouille aussi. Après, on le sait, hein, c'est le problème sur les circuits urbains, enfin, notamment quand on laisse un petit peu de place. Hein, on a tendance à vouloir tenter, et puis ben, Alonso, il est assez coutumier du faire. Hein. Dès qu'il y a une faille, il essaye de l'exploiter au maximum. Bon, bah, là, ça n'a pas fonctionné. Mais je sais pas trop quoi en penser. Est-ce que, alors, Ocon est très solide cette année, pour l'instant. Pas fort, enfin, pas éclatant en qualif, mais par contre très très solide en course. Donc il va falloir un réveil d'Alonso. On le souhaite d'ici 15 jours à Barcelone. Il sera à la maison, donc bah, peut-être que ça peut lui permettre de repartir sur une nouvelle dynamique. Après, c'est vrai que je sais pas si à quel point on est tolérant parce que c'est Alonso et qu'on l'est pas pour d'autres. C'est la même chose avec Ricardo d'ailleurs. Mais c'est vrai que moi j'étais un peu étonné de cet ordre d'Alpine de dire à Ocon ralentis un petit peu pour qu'Alonso pour que Fernando il puisse avoir ses 5 secondes d'avance. C'est pas son rôle. Pour l'instant, je vois pas à quel moment tu définis un numéro 1 et un numéro 2. Tout Fernando Alonso qu'il est, alors que tu as un jeune pilote qui pour l'instant a scoré 24 de tes 26 points. Donc c'est un jeu dangereux auquel tout le monde joue, parce que tu as le risque de voir un peu Ocon être démotivé. Je sais pas dans quel état d'esprit Fernando Alonso aussi, hein, parce que ça doit commencer à lui trotter, parce qu'il sait qu'il a la perf. Hein. En Australie, on l'a vu, à Jeddah, on l'a vu. Là, il avait la perf jusqu'en qualif. En fait, le truc, c'est que il a la perf par moment, et puis il le perd au moment où c'est le plus important, donc sur la Q3 et sur la course. Et tout à l'heure, on disait pour Magnussen, moi je disais, est-ce que tu peux considérer quelque chose de solide si ça va pas au bout? Ben, c'est la même chose pour Alonso, tu vois, faut être objectif, et tout Alonso qu'il est depuis le début de la saison, ça va pas. Et c'est pas exceptionnel. Et les erreurs dont tu as parlé là, effectivement, tu fais bien de le dire. Quand Verstappen coupe la piste, il relâche. Alonso ne le fait pas. Comment ça se fait que toi, double champion du monde, 40 ans en F1 depuis 20 ans, tu n'aies pas ce réflexe-là? Je sais pas. C'est curieux à voir. Ça nous laisse un peu sans mots et personne ne sait trop quoi dire sur le sujet parce que ça reste Alonso, quoi. Tu peux pas trop t'avancer alors que c'est un des rares qui est capable demain d'aller faire un podium autre que Ferrari et Red Bull à la régulière, et ça on le sait, mais pour l'instant c'est pas le cas, donc c'est une situation assez étrange. On a parlé de ceux qui ont peut-être péché par orgueil, peut-être. Je te laisse maintenant nous parler des fins stratèges, à savoir Alex Albon sur Williams, qui est vraiment très très bon en ce début de saison, et puis l'étonnant George Russell chez Mercedes. Albon et Russell, ils sont partis du dernier quart de la grille hier, et puis au final ils terminent tous les deux dans le top 10. Russell termine devant son coéquipier. Albon, on va nous dire oui, mais il profite des 5 secondes de pénalité d'Alonso. Oui, mais il était quand même dans le top 10, même sur les 5 secondes de pénalité. Il était 10ème sur la ligne, il termine 9ème. Ça fait 2 courses que Albon nous construit ses courses avec l'Australie où il est très très fort. Russell a été très très calme. On va pas commencer à parler de « Oh, Russell domine Hamilton, c'est incroyable ». Non, c'est des gens qui pensent ça, arrêtez tout de suite. C'est des questions de circonstances, et de la même façon que si Hamilton domine Russell, on n'en tirera pas de bilan, parce que c'est trop tôt. Mais force est de constater que ces deux jeunes pilotes qui sont arrivés tous les deux en même temps en 2019, mais Albon qui n'a pas cru l'an dernier, ont une forme étonnante de maturité sur leur gestion de la course, et c'est assez sympathique à voir, en fait, de voir des mecs comme ça qui, tu sais que ils vont pas faire de bruit, mais la course va gérer au fur et à mesure. Ils vont emmener leurs pneus le plus loin possible. Ils vont jamais chercher à dépasser si c'est trop risqué. Ils vont pas allumer leurs pneus. Ils vont dépasser au bon moment. Ils vont pas se précipiter, et ils gardent un sang-froid quand même qui est assez étonnant, et qui leur permet de scorer des points en quantité beaucoup plus importante que ce qu'on pensait pour eux au début de la saison. George Russell est 4ème du classement. Alex Albon il est du coup devant Alonso, Stroll et Zhou avec 3 points. C'est assez bluffant leur façon de piloter. Avec une main très heureuse. Oui, c'est vrai.
Après, ça fait partie de la course, hein, donc. C'est vrai, mais en Australie, c'est. Tu vois, là, forcément, Russell parle de rallonger son relais jusqu'à la safety car et la safety car arrive, bah, c'est tant mieux, c'est très heureux. Mais Albon en Australie, il se l'amène tout seul, quoi. Donc ça reste. Tout à fait. Voilà, c'est des très bonnes stratégies de la part des deux. Et je voudrais conclure sur un dernier plus. Vas-y. On a beaucoup tapé dessus ces dernières années, Ah, vas-y, je sais. mais je voudrais faire une mention spéciale à Valtteri Bottas. Bah, tu sais quoi, quand tout à l'heure on parlait de Magnussen et des qualifications, je me suis demandé si on devait en parler. Mais oui, t'as raison, vas-y, je te laisse en parler. Bah, alors, pour Zhou, bon, la course a été très brève, il s'est retiré assez tôt, mais mention spéciale à Bottas, c'est-à-dire Bottas qui se qualifie devant son ancien chef de file, Lewis Hamilton, preuve que l'Alpha fonctionne quand même vachement bien. Pendant presque, ouais, pendant une bonne première partie de course, il a été devant Hamilton et il lui a même tenu la dragée haute. Et c'est juste après la safety car que bon, il est un peu rentré dans le rang. Mais quelle course de Bottas! Bottas termine 7ème, il ramène encore des points. Il est bon et on s'est souvent foutu de lui sur les versions 2.0, 3.0, etc. Là, je sais pas si c'est la version de 2022.2 ou un truc comme ça, mais il est bien. Enfin, on a retrouvé presque le Valtteri Bottas aussi rapide et incisif que chez Williams, quoi. Et moi, ça me fait plaisir. Non, mais t'as tout à fait raison. Et puis finalement, en fait, quand il disait oui, j'ai besoin de contrats de plusieurs années pour me sentir à l'aise, bah, c'était peut-être vrai. Hein. Alors, il a fait une petite erreur en course qui est se passer de Mercedes, mais superbe course de Valtteri et superbe qualif. Et depuis le début de la saison, en qualif, il est extrêmement véloce. C'est superbe. Il manque plus que l'Alpha soit un peu plus solide en course. Et franchement, il deviendrait pas la troisième force du plateau derrière, enfin à égalité avec Mercedes, mais il serait juste derrière, quoi. C'est ça. Il est bluffant, vraiment très très bluffant. Et tu fais très bien d'en parler. Tu as très bien fait d'en parler. J'hésitais à en parler. Et tu prends les devants et c'est très bien là-dessus. Au moins, on peut pas nous reprocher d'être objectif. Voilà. Écoute, mon cher Pierre, je te remercie pour cette émission et pour avoir débriefé ce grand n'importe quoi qui était le premier Grand Prix de Miami de l'histoire. C'était loufoque dans tous les sens, quand même, il faut le dire. Ouais, bah écoute, plaisir partagé. C'était très très sympa. Et puis, on espère que vous y avez pris du plaisir. Et puis, bah, nous, on se donne rendez-vous dans 15 jours à Barcelone. Absolument, le retour en Europe pour 2 courses européennes, 3 courses européennes. Je ne sais plus si Bakou est avant Montréal. Nous verrons ça, mais en tout cas 2 courses européennes de suite avec Barcelone et Monaco. D'ici là, on espère que vous portez bien et on se dit à la prochaine. Salut! Salut, ciao ciao!